Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de suivre ce tutoriel où on va chercher à contrôler la qualité de nos données. Alors, avant de passer au vif du sujet, j'aimerais planter un peu le décor et définir rapidement ce que c'est qu'une donnée. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous entourés de données. On en lit, on en partage, on en génère, on en exploite et surtout, on en produit. Prenons nous, par exemple. Chacun d'entre nous est associé à une multitude de données. On peut prendre, par exemple, notre nom, notre genre, notre taille, notre poids, notre âge, notre ville d'habitation, le montant de nos revenus annuels. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ces choses ? Ce sont ni plus ni moins nos attributs, des valeurs, des éléments qui décrivent nos caractéristiques. Ce qui m'amène à la définition d'une donnée. Cette définition, je l'extrais du dictionnaire, parce que le dictionnaire, c'est quand même la base, et on peut lire dans le Larousse 2 définitions qui concernent les données. Retenez qu'une donnée, c'est une représentation d'une information, ou le résultat d'observation, et qu'elle sert de matière première à un traitement statistique qui est le plus souvent informatique. Alors, pour continuer dans le vocabulaire, sachez qu'il existe différents types de données. La première grande distinction, c'est celle qu'on fait entre les données qualitatives et les données quantitatives. Les données qualitatives, elles expriment des états. Une manière simple de savoir si une donnée est qualitative, c'est de tester si elle répond à la question « combien ?». Si c'est pas le cas, c'est une donnée qualitative. Par exemple, la couleur des yeux. On ne peut pas répondre à une question « combien quelle est la… » Enfin, voilà, ça marche pas. Même chose pour la marque de votre voiture. Tout ça, ce sont des données qualitatives. Toutes les autres données, ce sont des données dites quantitatives. Elles répondent à la question du combien. Par exemple, notre âge. Ça, ce sont les 2 grands types de données. En fait, c'est une classification qui est induite par la statistique parce que, bien sûr, on ne va pas traiter les données qualitatives de la même manière que les données quantitatives. En fait, pour les données qualitatives, le traitement est plus réduit. On ne peut pas leur appliquer autant d'opérations arithmétiques qu'aux données quantitatives. Alors, vous avez sûrement entendu d'autres termes de classification des données. On peut avoir aussi des données qu'on appelle discrètes, c'est-à-dire dénombrables, entières. Par exemple, le nombre de voitures que vous possédez, c'est une donnée discrète. Vous ne pouvez pas avoir 1,4 voitures, par exemple, ça ne marche pas. Et donc, l'opposé des données discrètes, ce sont les données continues. Par exemple, votre taille, c'est une donnée continue, c'est une donnée décimale. Voilà. On a aussi les données catégorielles, c'est-à-dire qui servent à classer des choses. Par exemple, votre ville, on pourrait dire que c'est une donnée catégorielle, parce que grâce à elle, on peut vous attribuer une catégorie de pays ou de continent. Et donc, on peut vous classer par pays ou par continent, ou même tout simplement par ville. Bref, ces termes-là, on les lit souvent dans la littérature autour de la data, donc c'est utile de les connaître. Mais voilà, c'est pas la peine de connaître toutes les définitions par cœur. D'ailleurs, parmi toutes ces données, celles qui nous intéressent, en fait, ce sont celles qui sont numérisées, c'est-à-dire qu'elles sont stockées sur un serveur, sur une mémoire informatique. Alors, comment fait-on pour stocker une donnée sur un serveur, sur une mémoire informatique ? Alors, on va prendre l'exemple de la donnée ville. Disons que notre ville, c'est Lyon, et on va vouloir stocker cette donnée. Ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord transformer cette donnée en nombre, donc la mettre au format décimal. Il faut savoir que toute donnée peut être transformée en nombre. Par exemple, ici, donc on a une petite chaîne de caractères, et à chacun de ces caractères, en fait, on associe un nombre. Par exemple, ici, le L de Lyon, ça donne 108. Et voilà, et absolument toute donnée peut être transformée en nombre. Je répète, mais un autre exemple, c'est par exemple une photo. C'est une somme de pixels, donc chaque pixel a une couleur, chaque couleur a un code nombre, et donc une image, c'est un ensemble de nombres. Chaque nombre représentant un pixel, ok ? Voilà, donc une fois qu'on a converti nos données sous forme décimale, ce nombre décimal, on va le convertir au format binaire, c'est-à-dire en un ensemble de 0 et de 1. Et c'est ce nombre binaire qu'on va pouvoir mettre en mémoire. Alors pour aller jusqu'au bout, ce nombre binaire, ici, il est constitué de bits, BIT. Bit, c'est la contraction de binary digit. Ça, c'est l'élément de base avec lequel l'ordinateur travaille. Ici, par exemple, on a un nombre binaire de 28 bits. Alors, au début, les ordinateurs étaient capables de travailler avec des séquences de 8 bits seulement, qu'on appelle des octets. Et c'est pour ça que l'octet, c'est devenu une unité de mesure de la mémoire informatique, de la même manière qu'on utilise les secondes pour mesurer le temps, par exemple. Voilà, et maintenant, nos ordinateurs ont progressé, les capacités de calcul ont augmenté, et du coup, ils sont maintenant capables de calculer en 32 ou en 64 bits. Voilà, donc là, on a plongé dans l'anatomie d'une donnée qui était Lyon. Maintenant, cette donnée, elle ne se balade pas toute seule comme ça dans la nature, sur un serveur. Non, elle appartient à un ensemble de données. Alors ici,
on a 4 données par exemple. Les 4 données, ce sont 4 petites chaînes de caractères, ville, âge, Lyon et 35. Excel, donc le logiciel qui ici lit et modifie ces données, nous représente ces 4 petites données sous forme de tableau. Mais ça, c'est le travail du logiciel. Pour mettre en mémoire ces données, en fait, ces 4 petites données sont rassemblées dans un fichier qui comporte un format qui est en fait convenu, qui est universel. C'est une convention, c'est un code, c'est une façon de représenter des données. En l'occurrence ici, ce fichier CSV il comporte 4 données et dans l'ordinateur, elles vont être représentées selon la convention du CSV qui formate les données comme ceci. En fait, c'est des chaînes de caractères entre guillemets séparées par des virgules. Ça, c'est la convention de format CSV. Alors cet ensemble de caractères, il va être interprété par l'ordinateur qui va le convertir en binaire et stocker les données comme un ensemble de 0 et de 1. Voilà, donc pour résumer, l'ordinateur, le serveur, bref, la mémoire informatique représente les données en binaire, les fichiers représentent les données selon un format convenu, qui est structuré ou pas, et les logiciels représentent les données à leur manière. Par exemple, ici, dans le cas d'Excel, des tableaux, des photos, des textes, des graphiques, etc., etc. Alors, on continue nos petites explications sur la structure des données. En fait, on a 3 types de structure des données. Le premier type, ce sont les données semi-structurées. Elles sont soumises à un format de données. Ces formats de données, il y en a plein, mais les 3 formats les plus classiques, ce sont le CSV qu'on a vu juste avant, le JSON, qui est en fait un ensemble de paires clés-valeurs séparées par des virgules et rassemblées dans un H, qui est représenté par les accolades, et le XML, qui structure les données en fait à l'aide de balises. Le deuxième type de données, ce sont les données structurées. Alors en fait, elles font partie d'un modèle relationnel de données. C'est-à-dire qu'elles sont regroupées en tables de données, tables qui sont donc individuellement des données semi-structurées et qui n'ont d'ailleurs elles n'ont pas forcément toutes le même format. Un modèle relationnel de données est composé de tables. Chaque table est composée de données semi-structurées et chaque table a pas forcément le même format que sa voisine. Et donc ces tables de données, elles sont liées entre elles grâce à des clés, des attributs en fait qui sont identiques. Ici, dans notre exemple, c'est le client ID, l'identifiant client, qui permet de relier la table des ventes à la table des clients. Voilà, et enfin, dernier type, on a les données non structurées, en fait c'est tout le reste. Donc celles-ci, elles ne suivent pas de format prédéfini. Et elles sont donc très difficiles à analyser, c'est difficile de faire des statistiques dessus, de les interpréter, etc. Par exemple, un email, une page HTML ou un document PDF. Voilà, vous n'allez pas pouvoir faire d'analyse statistique poussée sur ces objets-là qui sont pas structurés. Alors, on va récapituler tout ça. On a donc vu la définition d'une donnée, c'est la représentation d'une information. Une donnée peut être quantitative, elle répond à la question combien, ou qualitative. Nous, on s'intéresse aux données numériques, qui sont donc mises en mémoire sous la forme binaire, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1 qu'on appelle des bits, où 8 bits égale 1 octet, et 1 octet, c'est l'unité de mesure de la mémoire informatique. Ces données numériques, elles peuvent respecter un format de données, on les appelle les données semi-structurées, elles peuvent faire partie d'un modèle relationnel de données, donc être considérées comme structurées, ou ni l'un ni l'autre, ce qui correspond à des données dites non structurées. Alors comme on le disait tout au début, on est tous entourés de données, on en lit, on en partage et surtout on en produit. On estime que 2,5 trillions d'octets de données sont créés chaque jour. Ça date de fin 2016, donc ce chiffre a certainement explosé d'ailleurs. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, 1 trillion, c'est 1 milliard de milliards. Donc c'est 10 puissance 9 fois 10 puissance 9, ça fait 10 puissance 18 octets. Donc c'est un nombre qui est tellement grand qu'on a du mal à se le représenter, il nous dépasse complètement. C'est pour ça qu'on parle du monde du big data. Alors j'en profite pour faire un petit détour et clarifier ce point-là. Le big data, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la combinaison de 3 facteurs qu'on appelle les 3 V, pour vous en souvenir. Donc c'est pratique ce petit moyen mémotechnique. Donc le premier, c'est le volume.
Le deuxième, c'est la vélocité, donc c'est-à-dire la vitesse de la donnée. En fait, une vitesse, c'est une distance sur un temps. On peut considérer que la distance ici, c'est la distance de l'émetteur de la donnée jusqu'au consommateur de la donnée. Et puis le temps, c'est en fait le délai entre la production de la donnée par l'émetteur et l'arrivée jusqu'au consommateur, le partage de la donnée, quoi. Donc on a bien cette vitesse de la donnée qui correspond en fait à une fréquence à laquelle la donnée est produite et partagée finalement. Et le troisième élément, c'est la variété, c'est-à-dire le nombre de types de données et de sources de données différentes. Et en fait, quand on réunit ces trois facteurs, on peut du coup utiliser le gros mot et dire qu'on fait de la big data. Un exemple, par exemple, Facebook, il est utilisé par plus de 2 milliards d'utilisateurs maintenant. On y partage de manière vraiment instantanée des médias très très variés et avec évidemment un volume énorme. Donc Facebook fait de la big data. Voilà, petite parenthèse que je referme. Alors, on a défini ce que c'est qu'une donnée. Voilà, donc c'était une petite introduction à notre sujet. Et maintenant, on va pouvoir observer ces données de beaucoup plus près. Alors, j'espère que vous l'êtes. Et voilà, continuons, suivez-moi.